J'ai beaucoup de choses qui me restent, des poèmes, des documents sur l'écrire, sur ce que écrire a pu signifier pour elle, des manuscrits pour adultes. Je pense que l'important, ce dont je reçois l'héritage, puisque Anne-Pierre Jean était ma mère, je pense que vous le saviez, c'est cette notion de transmission. C'est dans le nord de la Drôme, à Saint-Avit, qu'a grandi celle que beaucoup d'adolescents ont connue sous le nom d'Anne-Pierre Jean, de son vrai nom Marie-Louise Grandjean. Cette écrivain prolifique a longtemps été institutrice dans la région de Cray et dans le Vercors. On lui doit une quarantaine de livres où elle raconte à son jeune public un monde rural parfois dur, parfois tendre et solidaire. Ce dont elle va parler beaucoup, c'est cet amour fou entre ses deux parents. Une maman qui est très jeune, couturière, je pense, et d'un papa qui est beaucoup plus âgé, qui a une cinquantaine d'années, je pense, quand elle naît, même peut-être un peu plus. Donc il y a deux petites filles, elle naît en premier, puis une petite sœur née 3 ans ou 4 ans après. Elle naît en 1921 et assez vite la famille s'installe à Saint-Avit. Donc petit village perché pas loin, quelques kilomètres. Et c'est là que les souvenirs dont maman parle commencent vraiment. Bon, la naissance à Châteauneuf, c'est pour l'état civil, mais Saint-Avit, c'est vraiment l'enfance. Et cette installation à Saint-Avit, et l'attachement à Saint-Avit, ça tient une grande partie dans son histoire. Et c'est une histoire d'amour dans votre... Grand amour entre cet homme, Jean-Michel, donc, Robert, et Louise Bonnet, qui est une jeune femme qui n'a pas de fortune, qui est née d'une maman divorcée, ça aussi c'est quelque chose qui marque vraiment l'histoire, et qui a la chance d'être épousée par cet homme qui était veuf d'une première épouse, qui s'était juré de ne pas épouser une autre femme qui aurait pu vivre du temps où sa première femme vivait. Donc forcément, il rencontre une jeune femme, et cette jeune femme, il lui donne une position sociale, en fait. Parce que lui était donc assureur, je ne sais pas exactement, mais c'est quelqu'un qui avait fait des études et qui était un peu le sage du village. Et maman disait, je relisais des choses là récemment, qu'elle a commencé à écrire parce qu'elle avait un père poète et que ce père donc devait écrire, et il se racontait une fois l'un, une fois l'autre une histoire, et un jour il a commencé à écrire ce qu'elle avait commencé à raconter, toute petite donc. Et elle dit, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir le goût d'écrire. Maman dit qu'ensuite elle a toujours écrit. C'était une époque où il n'y avait pas de papier, pas de cahier. Elle récupérait les papiers de chocolat, elle en faisait des petits carnets en les cousant, et elle écrivait partout et tout. Et elle a écrit d'autant plus que ce père, elle a eu la malchance de le perdre très vite. Elle avait 7 ans, et que ça a été le drame vraiment de sa vie. Donc ce père est mort jeune quand même, puisqu'elle avait
7 ans et a laissé cette jeune femme avec ses 2 petites filles dans ce village de Saint-Avit. Et avec, au fond, on le voit de temps à autre dans son œuvre, ce problème des veuves. Hein, parce que être divorcé, c'est pas rigolo, c'est de loin pas rigolo, hein, on se rend compte à le lire. Hein. Parce que sa mère a été marquée par ça, puisque c'est donc la mère de sa mère qui avait divorcé, qui a toute sa vie en effet été marquée par le fait d'être une enfant de divorcée. Maman avait un triste privilège, c'est qu'elle était fille de divorcée en 1900, dans la campagne. Et maman m'a toujours dit, ma mère me disait, les cloches ne sonnent pas pour nous. Cette mère avec cette petite fille, donc, qui était Louise, a vécu à la fois en marge et à la fois avec l'idée qu'il fallait être mieux que la moyenne, mieux que n'importe quelle femme, irréprochable. Parce que quand on était femme divorcée, forcément, on était suspecté d'avoir des mauvaises mœurs, d'être une femme peut-être facile, et qu'il fallait avoir une morale à toute épreuve. Et ça réapparaît beaucoup dans Loïse en sabot. Elle reste quand même longtemps seule avec ses enfants, ses 2 petites filles, puisqu'elle se remarie lorsque maman a 13 ans, ou elle rencontre Paul quand elle a 13 ans. Je pense qu'ils ne sont pas mariés tout de suite. Donc ça, elle a vécu longtemps. Qui est Paul? Il est paysan, il travaillait dans une ferme et ils reprennent ensemble, Paul et Louise, parce que ça va donner lieu à Paul et Louise, le livre ensuite. Le passage où cette jeune femme veuve reste avec ses 2 enfants, ses 2 petites filles au village, c'est quand même une période, alors évidemment dramatique, dont maman a beaucoup parlé et à propos de laquelle elle a beaucoup écrit, parce que cette jeune femme, je pense, fait une grave dépression, et que cette petite fille de 7-8 ans se trouve quasiment en position de devoir surveiller sa maman et gérer aussi la vie à la maison, la petite sœur, beaucoup, parce que cette maman est extrêmement fragile. Et là, le rôle du village est très important. C'est pour ça que ce village de Saint-Avit est un village qui lui est resté très cher, mais dont, qui nous est à nous aussi, les enfants, restés très proches, parce que beaucoup de choses qu'elle dit, qu'elle écrit, sont des remerciements à ce village. Vous avez choisi de donner comme cadre à votre roman les paysages de la Galore. S'agit-il d'un choix fortuit ou vous êtes-vous inspiré des paysages de votre enfance? Tu sais, Stéphanie, de toute façon, je ne parle jamais que de ce que je connais bien. Il me faut des paysages que je vois très bien dans ma tête et dans mon affectivité. Et la vallée de la Galore, j'y ai placé presque tous mes livres, plus le Vercors. Tu verras si tu lis d'autres livres où je place le Vercors. Elle avait cette formation de couturière, mais elle a travaillé dur pour faire vivre ses petites filles. Jusqu'au jour où Paul rentre dans sa vie, je ne sais pas exactement comment. Ça aurait été un amoureux de ses 14 ou 16 ans. Le premier amoureux, et puis chacun s'est marié, Paul partant à la guerre de 14, et ne se sont pas revus de longtemps. Et puis dans Anne des Collines, elle raconte comment ce Paul revient un jour sur une moto et vient retrouver Louise et lui parler, voilà. Et puis comment ce Paul est devenu un papa, bien qu'elle n'ait pas du tout confondu, bien sûr, mais il a été pour elle à la fois le père qui manquait, l'homme qui manquait auprès de sa mère et qui venait quand même rééquilibrer les choses et qui lui a permis, elle, de pouvoir vivre un peu plus sa vie d'enfant, parce que elle s'est sentie moins responsable de sa mère à partir du moment où sa mère n'a plus été seule. Et j'ai pris ces personnages parce que Paul est mort et que j'ai eu besoin de parler de l'enfance de mes parents. Et je leur ai donné aussi, non seulement le nom à mes personnages, je leur ai donné aussi le caractère de Paul et de Louise, les vrais qui sont à moi.
Je n'avais pas de famille, je n'ai pas eu d'enfance avec des oncles, des tantes, parce que ça s'est trouvé comme ça, il n'y en avait pas. Je n'ai pas eu de grand-mère non plus, ni de grand-père, et j'avais tous les grands-pères et les grand-mères d'un village, parce qu'il y avait un rapport entre eux et moi qui était extraordinaire. C'est un monde très dur. C'est un monde très dur, oui. Oui, on vit avec très peu, je pense, oui. Mais ça, c'est pas quelque chose qui apparaît beaucoup dans ce qu'elle dit. Alors, ça apparaît dans ses livres, quand elle reprend, oui, les portraits de gens qui ont vécu à cette époque-là, on voit, en effet. Mais dans ce qu'elle dit, elle, de ses souvenirs d'enfance, c'est pas ça du tout qui réapparaît. Ce qui apparaît, c'est, dans un premier temps, les peurs, j'allais dire les terreurs, déjà orpheline de père, d'être orpheline de mère, et de se retrouver à l'orphelinat parce que pas de grands-parents, personne d'autre. Ce qui réapparaît aussi petit à petit, et qui va être, je pense, validé par la venue de Paul et renforcé par la personnalité de Paul, c'est le goût d'être et c'est le bonheur des petites choses, enfin, le lien à la nature, le bonheur d'observer. Il y a, ça, on le voit dans ce qu'elle écrit, c'est toujours, j'allais dire, très sensuel. Il y a une présence de la nature, il y a une présence des liens entre les gens. Ceux qui apprenaient ça lettre, ceux qui apprenaient pas, c'est ton brut. C'est les premiers postes. Après, je suis persuadée, j'ai pas retrouvé la photo de mariage, donc je sais pas que je l'ai vue, cette photo de mariage. Une fois il était coupé, il était retourné, nous on le retournait à la fourche en bois, et puis après on a cuché. Voilà. Donc on faisait des petits tas. Oui, pour que le rosé le mouille pour le soir. Voilà, ça, quand il était sec, et puis le lendemain on fallait défaire ses cuches. Ouais, pour les Tout l'après-midi, il fallait les remuer. Oh là là. Et puis après on allait les charger, après c'était pour les, ça soit plus facile à charger aussi. 10 heures, tu allais défaire les cuches, 2 heures d'après-midi, au lieu de faire la sieste, tu allais retourner le four. Ah ben oui, c'est ça. Mais c'est vrai que le travail était complètement différent. Et personne ne gémisse. Et personne, oui. On y allait. Oui. On gagnait rien, mais on n'achetait presque rien. 3-4 vaches dans chaque ferme. Ah ouais. Enfin, et puis une dizaine de chèvres. Oui. C'était, voilà, puis 2 chevaux. Ça, c'était à peu près c'était ce qu'il y avait chez mes parents. On s'entraidait, par exemple, à Saint-Bonnet, dans la famille. Il y avait deux chevaux là, il en fallait 4 à un moment donné pour labourer un peu plus profond. Hop, on prenait les 4 chevaux. Et puis, voilà. Elle devient donc institutrice. D'abord, est-ce que vous savez pourquoi? Je pense que parce qu'à cette époque-là, quand on s'en sortait bien à l'école, dans un village, on était encouragé à continuer, que pour les femmes, les petites filles de cette époque-là, il ne devait pas y avoir tellement de possibilités. J'imagine que ça a dû être beaucoup lié à l'époque, lié au fait que il n'y avait pas de moyens non plus quand même importants dans la famille et que le maître, je pense, a dû insister auprès de sa mère pour qu'elle puisse la mettre en pension, aller faire des études au-delà du certificat d'études auquel s'arrêtait la majorité des enfants. Et tout ce que vous nous dites suggère donc qu'elle a énormément aimé ce métier. Oui, c'était vraiment une passion. Je crois que ça n'a pas été une maîtresse très classique, une institutrice classique, c'est-à-dire que je pense que son bonheur de raconter, trouver à s'exprimer auprès des enfants, elle a adoré les enfants, ça, je pense que il y avait une observation des enfants et elle a été, je pense, très psychologue et très éducatrice, plus que pas seulement institutrice, mais elle s'est occupée aussi d'enfants qui avaient des difficultés psychologiques ou des difficultés de dyslexie, par exemple. Et elle avait
une capacité, je pense, à innover, à créer des possibilités. Je rencontre des personnes qui ont été ses élèves, et plusieurs qui m'ont raconté avoir été ses élèves en CP, puisqu'elle a fait des classes uniques pendant longtemps dans les villages, dans la montagne ou en campagne, et puis elle a réintégré, elle a intégré CRE progressivement, et là, elle était centrée sur le CP, et donc l'apprentissage de la lecture. Et toutes les personnes que je rencontre m'en parlent comme d'une maîtresse qui les a marquées. J'en ai rencontré une il y a 2-3 jours qui m'a dit « Mais pour moi, quand j'étais malade, c'était un drame parce que 2 fois par semaine, on avait des histoires. Et que si j'étais malade, je ratais l'histoire, que je ratais le jour où on racontait les histoires. Et pour moi, c'était un drame d'être malade. » Oui, l'institutrice, c'était le personnage ou l'instituteur dans les tout petits villages. Elle a commencé donc, j'ai pas l'ordre, mais Lanlestan, qui est un petit village du nord de la Drôme, a été le premier poste. Et ensuite, elle a dû venir ici à Vaunavé et circuler tout autour, à La Blache, près de Plante-de-Baie, à Auriples, Alex, Heure. Je ne sais pas dans quel ordre, mais elle a La Rochette. Et puis elle est arrivée à Cré. Et donc dans ces villages-là, évidemment, elle arrivait, et je pense que ça transparaît dans beaucoup de ses livres, les aventures que vivaient les enfants et que vivait l'institutrice réapparaissent dans beaucoup de livres. Il y a la Demoiselle de Blachot, bien sûr, qui parle de son expérience à La Blache. Il y a aussi l'école ronde. Étonnant personnage qu'Anne-Pierre Jean, ancienne institutrice profondément enracinée dans sa Drôme natale, dont la vie âpre a développé des qualités étourdissantes. À Cré, dans une maison qui du sol au plafond porte son empreinte, cette femme aux dons multiples s'est mise à écrire en 1965 quand la maladie l'a écartée de l'école. Puisant dans la rudesse des épreuves qu'elle a traversées, elle a publié plus de 30 livres pour les enfants, des romans où elle aborde des thèmes parfois très durs avec une délicatesse qui lui a valu des prix nationaux ou internationaux par brassée. Traduite en une demi-douzaine de langues, l'œuvre d'Anne-Pierre Jean est l'aboutissement structuré d'une tradition familiale de conteurs et poètes jadis illettrés. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'elle commence très tôt à écrire. Oui. Est-ce qu'au fond, vous avez l'impression que votre mère a écrit sans interruption, avant même, si j'ose dire, de devenir une écrivain officielle? Moi, je pense que oui. Alors, bien sûr, pas de la même façon. Mais enfant, elle m'a toujours dit, en effet, qu'elle avait des quantités de petits papiers sur lesquels elle écrivait. Et à partir du moment où le père n'a plus été là, les histoires qu'il se racontait, ce dont elle se souvenait, elle l'écrivait tous les soirs. Elle me disait, voilà, elle l'écrit aussi, j'ai continué cette relation à ce père absent en continuant à écrire, comme si j'avais raconté une histoire le soir. Comme s'il me racontait des histoires, je me souvenais des histoires qu'il racontait, je les écrivais. Et puis, l'école joue un rôle très important parce que je pense que là aussi, elle a eu plaisir à apprendre, plaisir à écrire et que le maître a compté beaucoup. Comme aussi un soutien et un encouragement à continuer. Peut-être, je pense que là, elle en a pris conscience plus tard, ça a été thérapeutique. Et je pense que le maître a pris conscience que c'était thérapeutique. Pour cette petite fille qui prenait sur elle, qui ne disait rien de ses angoisses, de pouvoir écrire. Et il l'a encouragée à écrire. Inventer une histoire, ça n'est pas difficile du tout. Tu sais, par exemple, quand j'écris pour les plus petits, je fais un film dans ma tête. Et tant que le film n'est pas au point, moi, je n'écris pas. Et puis le jour où le film est au point, où les personnages me disent on en a marre de rejouer toujours la même scène, de refaire tout ça, je l'écris. Quand je le relis, c'est tellement mal écrit que je le laisse reposer et que je me dis je vais le fignoler. À ce moment-là, quand je fignole et quand j'écris, je supporte très très mal le téléphone, qu'un rôti brûle, que, enfin bon, tu comprends, si j'étais un monsieur, j'aurais une femme qui ferait la cuisine, mais comme je fais aussi la cuisine en même temps, alors là, ça devient très difficile. Et je le relis à haute voix parce que je ne peux pas supporter qu'il n'y ait pas une cadence. Si je perds la cadence, je réécris. Alors, tu imagines
j'écris toujours un paragraphe. Et quand je réécris le deuxième paragraphe, je relis le premier. Quand j'arrive à la fin du livre, je relis tout pour être sur la même cadence, pour être sur le même élan. Ça devient énormément de travail. Et quand tu as tout relu, si le téléphone sonne, bon, c'est tout à recommencer. Donc, je mesure que c'est du travail parce que lorsque j'ai fini d'écrire un livre, je suis en général claquée et que j'ai besoin de faire quelque chose avec mes mains, du jardinage, de la décoration, n'importe quoi. Je la voyais souvent avec un cahier qui la suivait un peu partout. Elle pouvait écrire sur la table de la cuisine pendant que la soupe cuisait, qu'elle surveillait à l'oreille le rôti. Et il fallait être là pour entretenir ce qui était en train de cuire. Et puis, pendant qu'on faisait nos devoirs, pendant que... Non, bien sûr qu'on parlait ensemble. Je parlais avec elle lorsque j'avais des devoirs, des rédactions, des dissertations à faire, voilà. On échangeait autour des livres que je lisais, dans mes études. Mais je crois que, avec le recul, je me dis, c'était devenu tellement banal de voir arriver, par exemple, des cartons de livres par la poste. Voilà, il y a un nouveau livre qui est sorti, on déballait les cartons, on mettait ça sur la table, on découvrait les illustrations parce qu'en général, on ne les voyait jamais avant. Elle n'était pas consultée pour très peu pour les illustrations de ces textes, donc elle découvrait ces livres qui arrivaient par la poste, voilà. Et c'était devenu, j'avais pas conscience d'avoir une mère exceptionnelle ou d'une mère écrivain. Alors à quel moment j'écris? Quand on me fiche la paix, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quand, excepté le matin, parce que le matin, je le consacre au courrier. Pour moi, le courrier des enfants que je reçois, c'est sacré. Elle écrivait à ses correspondants. Alors c'était des enfants qui lui écrivaient par le biais de l'éditeur, par le biais des classes, parce que beaucoup de classes ont travaillé sur ces livres, qui étaient pris par les instituteurs ou par les professeurs de français comme livres de lecture de l'année ou comme des livres qu'on approfondissait. Et ces instituts ou ces professeurs prenaient contact avec elle, il y avait des échanges qui s'installaient, elle allait les voir, visiter les classes en fin d'année ou en cours d'année, il y avait des échanges de travail aussi, comme l'école ronde qui s'est coécrit avec une petite classe. Elle écrivait un chapitre, elle l'envoyait à la classe illustrait le chapitre, lui renvoyait les dessins, et puis elle allait les voir, elle leur lisait les chapitres suivants, les enfants réagissaient. Vous avez l'impression que c'est écrit simplement, mais je supprime beaucoup. C'est un travail de ciselure. En général, je m'isole, j'aime bien être dans... J'ai un bureau à moi, une chambre à moi aussi, et puis si le soir je le fais dans mon lit. Je suis isolée là aussi. Je laisse sur ma table de nuit la page quand elle m'agace et que je vois qu'il y a toujours un petit détail qui ne marche pas et tout, je la laisse sur la table de nuit et je la relis telle qu'elle. Et le matin, quand je me relève, je dis comme l'inspecteur Bourrel, mais c'était ça, et ça vient tout seul. Dormir sur un travail qu'on va faire, c'est impeccable. Le matin, on est bien. L'été 1944, avec les combats du Vercors et la dure répression qui sévit alentour de la part des troupes allemandes, a été terrible pour les populations locales. Anne Pierre-Jean a été témoin au plus près de ces heures qui ont amené ruines et souffrances. Ces événements et une vie difficile ont donné par moments aux écrits d'Anne Pierre-Jean un ton grave. Elle arrive ici, elle se marie en 1942, donc elle arrive en pleine période de guerre, jeune mariée, elle va avoir son premier enfant le 8 juin 1944, 2 jours après le débarquement, en pleine période de représailles, et elle vit, on peut imaginer l'angoisse. Elle m'a raconté, elle l'a écrit dans des textes poignants, hein, la naissance de ce bébé. D'abord la grossesse, qui n'a pas été simple à vivre avec les alertes,
toute l'agitation. Ce bébé, elle monte sûrement à la maternité qui était, l'hôpital était près de la tour, donc sûrement en vélo, avec son gros ventre, sentant que les choses approchent. Elle accouche pratiquement dans une chaise longue, parce qu'on lui dit c'est pas le moment. On l'installe dans une chaise longue et elle se trouve en train d'accoucher dans cette chaise longue. Ça, c'est pas dramatique. Ce qui est plus dramatique, c'est que dans la nuit qui suit, les jeunes mamans qui étaient là avec leur nouveau-né ont vu arriver des hommes qui se sont installés à leur chevet, qui étaient censés être les papas des bébés qui étaient dans les berceaux. En 2 secondes, on a dit à ces mamans, bon, c'est le papa de votre bébé. Ils ont eu le temps d'échanger 2 mots pour savoir comment il s'appelait, qui étaient en fait des résistants, qui étaient à l'étage en dessous, où on opérait la nuit en cachette. Et voilà, pour donner un aperçu de la façon dont ce début de vie de couple, de jeune maman, de jeune instite, a été complètement marqué quand même par ce climat. Elle a été à Gigor, dans cette école, jusqu'à la veille du jour où l'école a été brûlée, et on l'a informée vraiment la veille qu'il fallait qu'elle quitte cette école, et le lendemain l'école brûlée. Donc je pense qu'elle était au cœur de choses extrêmement tendues, violentes, qui l'entouraient. Diriez-vous qu'elle était célèbre? Elle l'a été, oui. Oui, à partir du moment où elle a eu le prix du Salon de l'Enfance, ça a été quelqu'un qui a été très, très reconnu. Et donc le Salon de l'Enfance, c'est 72, les premiers livres ont dû sortir dans les années 65-66. Je pense que ce prix l'a propulsé, en effet, sur le devant de la scène. C'était une époque où les auteurs pour enfants n'étaient pas très nombreux. Il y a eu une période où il y avait pratiquement tous les ans un livre. À 78 ans, Anne Pierre-Jean est la grand-mère idéale de dizaines de milliers d'enfants dans le monde. Beaucoup des 35 livres qu'elle a publiés ont été traduits, au total dans 8 langues, et maintenant qu'elle se déplace moins pour rencontrer ses lecteurs, certains qui ne s'en consolent pas n'hésitent pas à faire le voyage jusqu'à son beau jardin de Cray, dans la Drôme. Je dirais que c'était une femme extrêmement engagée à sa façon, très passionnée par ce qu'elle faisait, très vive. C'était pas une intellectuelle, comme vous disiez tout à l'heure, voilà, on dérange pas maman parce qu'elle corrige ses copies, pas du tout. Elle avait ce côté très cultivé et passionné par les livres, par l'écriture, par la poésie. Mais aussi très manuelle, très bricoleuse, qui faisait très bien la cuisine, qui cousait, qui tricotait, qui bricolait. Donc je dirais une femme très moderne. Ce que j'ai voulu dire, c'est que le quotidien offre beaucoup de sources d'évasion et d'aventure. Qu'il ne faut pas croire qu'il faut attendre les vacances, qu'il faut attendre... Je crois que tous ont fait du bonheur avec des petites choses. Je ne crois pas que je sois un auteur à message, mais s'il y a un message que je veux faire passer, c'est que le goût du bonheur sert de moteur dans la vie. Ceux qui ont le goût du bonheur se débrouillent de faire du bonheur, ils font feu de tout bois. Ils font du bonheur avec des petites choses, parce que le bonheur, on ne l'a pas tout le temps. Ce n'est pas possible, on ne peut pas l'avoir tout le temps. Mais chaque fois qu'on l'a à un niveau assez intense, on l'a tout entier, le bonheur. Et je crois que le goût du bonheur, le bonheur, il faut le trouver dans des petites choses qui ne sont pas forcément ni l'argent, ni le voyage, ni rien. C'est peut-être la rencontre avec quelqu'un, c'est peut-être une conversation, c'est peut-être, je ne sais pas,
une fleur qu'on vous offre au bon moment ou un fruit qu'on trouve. Là, sur la rive, sous les branches pleureuses, c'est la place d'Hélène. Elle est assise sur sa roche. Sur ses genoux, les pages et le stylo retenus d'une main, et ses pieds nus dans la rivière. Le courant lui arrive par 2 biais de galets qu'il éclabousse en rage blanche. Il en écume pour la forme, un éclat blanc, la grosse voix, et déjà il goutille en arc-en-ciel dans la lumière, blanc, vert, soleil. Son eau est irisée quand elle arrive au pied d'Hélène. Des orteils l'ouvrent, mais il ne compte pas. Il les taquine et il poursuit sur sa lancée. Hélène pense qu'elle aime ce flot vif qui caresse et lutine et renouvelle son interminable caresse. Le courant est encore rapide. Il franchira, gaillard, les 3 arches du pont de pierre et puis celle du pont de fer et enfin les plus jeunes, celle du pont de bois. Et il épousera le Rhône, son seigneur de toujours, qu'il enlève au passage après le delta des Ramières. Hélène, d'une main, entr'ouvre l'eau qui court. Elle écoute l'instant. L'instant et les gouttes ouvertes sont sans retour, comme le soupir qu'elle pousse et n'a aucun rapport avec cette minute. Comme cette pensée que sans l'inscrire, elle poursuit incessamment et qui, un jour, elle l'espère, sautera de devant, disparaîtra mine de rien. L'oubli, ça existe peut-être.